Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre cette tribune avec la direction du Rassemblement des Forces du Changement, RFC. Ainsi, nous recevons sur ce plateau Clément Mirassa, président du Rassemblement des Forces du Changement, chargé de l'orientation et de la coordination. Bonjour Clément. Bonjour Christian, Merci d'être c'est avec un nous sur notre plaisir qu'on plateau. se retrouve avec toi. C'est un plaisir partagé. Merci. Nous avons également le docteur Marcel Guitoukoulou, premier vice-président chargé de la communication et porte-parole du RFC. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Perrin, je suis très heureux de partager cet après-midi avec R7 et les Congolais qui nous attendent sur les demandes qui sont multiples. Encore une fois, merci. Merci, docteur. Nous avons également Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, charge des relations extérieures. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour Christian, bonjour, très heureux encore une fois d'être en ta compagnie et je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent et qui attendent beaucoup de nous. Merci, Jean-Jacques. Enfin, Sir Rodrigue Mayanda, chargé de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse. Bonjour, Sir Christian Mayanda. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vos invités. C'est la première fois que j'ai cet honneur d'être parmi vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci, chers messieurs. Le thème, c'est le rassemblement des forces du changement face au peuple congolais. Et donc, vous allez répondre à quelques préoccupations, hein, politiques, économiques, sociales, pourquoi pas sécuritaires des Congolais que nous avons reçues pour vous. On commence donc par une brève présentation du rassemblement des forces du changement, le RFC. Je crois que c'est Sir Christian Mayonda qui devrait répondre à cette question. C'est quoi concrètement? Parce qu'évidemment, les Congolais en parlent, les Congolais le savent, qu'il y a désormais une nouvelle plateforme politique, RFC, mais c'est quoi concrètement? Une nouvelle plateforme qui regroupe un certain nombre de partis, mais l'initiative, c'est une initiative collective qui a été facilitée par le docteur Marcel Bitoukoulou, qui est née de la nécessité de structurer une opposition forte, unifiée et crédible au Congo-Brazzaville. Et cette initiative a été confortée par un état des lieux, un diagnostic pour également essayer d'apprécier les forces et faiblesses, les menaces et les opportunités qui se posent à cette opposition. Et donc, au sortir de là, nous avons convergé vers la nécessité justement de se réunir. Euh, Au départ, nous étions 7 partis et aujourd'hui, nous sommes restés 5 partis, à savoir le PSDC du président Clément Mirassa, le RDD du président Jean-Jacques Yombi, du CDP du docteur Guitokoulou, du PAP de M. Anangoy, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui, et finalement de l'ALDE, l'Alliance des libéraux démocrates humanistes, dont je suis le président. Alors, Nous nous puisque sommes fixés l'initiative... un certain nombre d'orientations politiques et stratégiques et Oui. nous constituons donc un cadre de réflexion, d'analyse et d'action. Nos principaux objectifs sont clairs. Comme je l'ai dit plus haut, c'était d'abord de réaliser l'unité de l'opposition congolaise. Ça, c'est le premier objectif. Œuvrer, en second objectif, œuvrer pour obtenir le changement et l'alternance politique déclarée et souhaitée par le peuple congolais. Enfin, aussi, établir une société de liberté, de dignité et de solidarité comme le décline notre devise. Et aussi, par ailleurs, enfin, aussi mettre en place, mettre en œuvre une nouvelle gouvernance politique et démocratique dans ce pays. In fine, élaborer un projet commun pour le redressement économique et social et la reconstruction du Congo, sa réconciliation et l'unité nationale dont a fortement besoin notre pays. Oui, mais c'est beaucoup de choses. Alors, puisque l'initiative vient du docteur Marcel Guitoukoulou, est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui vous rassemble concrètement, docteur? À ce que je sache, vous n'avez pas la même philosophie politique. Qu'est-ce qui vous rassemble? C'est quoi le vrai combat qui vous rassemble? Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Je vais essayer de compléter ce que vient de dire le président Mayonda. En vérité,
devant les difficultés de notre pays, la crise multidimensionnelle que nous traversons depuis des décennies, le peuple congolais, épuisé, a lancé un SOS depuis fort longtemps, de voir rassembler autour d'une plateforme dynamique l'opposition politique congolaise. Ces démarches, bien entendu, il faut rendre hommage à ceux qui ont initié toutes les démarches, en commençant par le président Yombi, qui depuis 2019 réclame à ce que les forces se mettent ensemble pour travailler et sortir de cette léthargie dans laquelle se trouve plongée l'opposition congolaise. Le président Mirassa lui-même, dans le cadre de la FOC, et bien d'autres compatriotes ont œuvré dans ce sens. Mais il y a un an exactement, nous avons pris l'initiative de déléguer une personnalité du CDP à Brazzaville intramuros et à Pointe-Noire, aller au contact des dirigeants politiques, aller au contact de ceux-là qui se réclament de l'opposition, pas simplement, mais qui font la preuve d'être opposants, pour que l'on puisse regarder ensemble les capacités que nous pouvons mutualiser pour mener à bien le combat pour le changement. Et c'est donc dans cet objectif de pouvoir aider le pays à se sortir de ces dizaines d'années ou de ces décennies de difficultés et de crises politiques multidimensionnelles que nous nous sommes donc mis ensemble pour travailler au changement. Entendu que le changement passe par une compétition électorale démocratique. Donc, l'idéal pour nous, si jamais les conditions permissives étaient réunies, c'était de dégager ou c'est de dégager une candidature unique. Donc, voilà le ciment qui fait que nous ayons constitué cette chaîne d'union de l'opposition. Merci, docteur. Je vais me tourner donc vers Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Est-ce une alliance de fortune, alliance d'intérêt ou de conviction parce que finalement, c'est des partis qu'on retrouve qui hier étaient là, d'autres étaient de l'autre côté, où vous êtes retrouvés. Bon, c'est vrai qu'on a parlé de ce que vous êtes rassemblés pour une bataille, la principale, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est l'élection présidentielle de mars 2026. Comme venait de vous le dire le président, le docteur, le premier vice-président du RFC, le docteur Marcel Guitoukulu, depuis 2019, nous avons pensé, même si l'opposition est plurielle, mais pour terrasser cet ogre malveillant qu'est le Parti congolais du travail, il fallait qu'on soit unis. Il fallait qu'on soit unis parce qu'aujourd'hui, il serait extrêmement difficile de pouvoir nous aller en rang dispersé et le PCT qui ont un seul candidat. Nous le disons encore que c'est une conviction profonde que nous avons parce que nous espérons vraiment et nous pensons qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons vu il y a quelques jours au Congo, que nous ne nous sommes pas trompés, que nous sommes réellement, je crois, la vraie opposition, dans ce sens que nous sommes opposés au pouvoir. Et nous avons vu là, au congrès du Parti congolais du travail, l'opposition du pouvoir. Et je n'aime pas faire ce distinguo, mais là, on a quand même été obligé. Et nous sommes convaincus que nos idées convergent. Le plus important, c'est pas nos doctrines politiques. Le plus important, c'est qu'on s'unisse dans le but de soulager le peuple congolais de tous les malheurs qu'ils subissent. C'est-à-dire le principal problème que le peuple a aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir. Donc nous nous sommes rassemblés pour vraiment, euh, n'est-ce pas, combattre ce système qui devient de plus en plus nauséabond.
Sir Christian Mayonda, puisque vous êtes chargé de la mobilisation. Alors, en juin dernier, donc le 30 juin 2025, le ministère de l'Intérieur prenait un arrêté pour reconnaître officiellement les partis politiques, et cela comptait pour 2025. Nous sommes maintenant en 2026, janvier 2026, comme quoi cet arrêté est tombé. Est-ce que maintenant, enfin, c'était pour savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur le terrain, c'est-à-dire la mobilisation. C'est une question récurrente qu'on nous pose tout le temps, mais on ne voit pas le RFC sur le terrain. C'est vrai que vous communiquez à travers les médias sociaux, mais sur le terrain, apparemment, il y a un souci. Non, mais merci, M. Perrin, pour votre question. Rien ne nous empêche d'être sur le terrain. C'est juste, nous sommes en train de nous organiser pour le faire. Nous avons commencé par organiser depuis un certain temps des conférences, des rencontres citoyennes pour nous faire connaître à la base. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà organisé 2 rencontres citoyennes. La première au siège du RFC et la seconde dernièrement dans une salle que nous avons pu obtenir, alors très difficilement, mais nous l'avons quand même obtenue, dans la salle de conférence de l'Armée du Salut, où nous avons tenu notre deuxième conférence, notre deuxième rencontre citoyenne. C'est pour dire que nous avons cette volonté d'aller à la base. Nous sommes aujourd'hui en train de nous préparer en tant que chargé de la mobilisation. Je gère un département qui doit s'asseoir et être conforté sur l'assise des partis politiques. Et donc, nous sommes en train de nous organiser pour que, dès la semaine prochaine, nous puissions, comme c'est une demande populaire, nous puissions commencer à faire des descentes dans les quartiers avec les chargés de la mobilisation et de l'organisation de l'ensemble des partis politiques qui composent cette plateforme. Et nous sommes à pied d'œuvre, et je crois que même demain, j'ai une réunion avec tous les chargés de l'organisation de la mobilisation pour pouvoir être sur le terrain. C'est une volonté d'être sur le terrain, et nous le serons d'abord à Brazzaville, ensuite à Pointe-Noire et sur l'ensemble du territoire national. Merci. 2 rencontres citoyennes, vous avez dit, oui, on peut dire que c'est beaucoup. Dans le même temps, c'est peu par rapport à tout le temps qui est passé depuis que vous avez annoncé votre existence officielle, bien sûr. Alors là, je me tourne vers Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement, puisque vous aviez déjà un programme de descente sur le terrain et vous nous disiez qu'apparemment, il y avait un souci d'autorisation. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'autorisation pour aller sur le terrain, pour mobiliser les jeunes, ou les Congolais, j'allais dire? Merci pour la question, Christian. Je vais d'abord compléter mes collègues et mes amis sur le premier aspect. Je vais rappeler que la devise du Rassemblement des forces du changement, c'est liberté, dignité, solidarité. Le slogan Tongo Etani, Betotelama. Ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire, en ce qui nous concerne, que le Congo va mal, très mal. Et ce constat n'est pas fait que d'aujourd'hui, il est fait depuis très longtemps. Et nous avons la preuve que les gouvernants actuels n'ont pas été capables et ne sont pas capables de sortir ce pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plusieurs années. C'est pour ça que nous voulons dire qu'en ce qui concerne l'objectif de notre collectif commun, il faut repréciser que nous sollicitons la confiance du peuple autour d'un idéal de changement démocratique, pacifique et durable. Et ça, nous y croyons, nous allons y avancer. Maintenant, sur l'aspect que vous évoquez des rencontres des citoyennes, de la conformité à la loi, vous mettez là le pied dans un plat. Et c'est ça tout le problème du Congo. Pourquoi, Christian? Le Congo est un pays dans lequel le président de la République n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. C'est-à-dire que depuis qu'on a procédé aux élections générales de 2002, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Et les Congolais se sont tus. Ils ont observé un silence extrêmement curieux, mais que je juge extrêmement préoccupant. Je compléterai en disant que le ministre de l'Intérieur qui prend ses arrêtés pour dire que les partis comme les nôtres, en fait, c'est une volonté d'exclusion de la vie politique et de l'animation politique du Congo d'un certain nombre de partis et d'acteurs politiques qui sont bien connus.
le ministre de l'Intérieur, je le dis, n'est pas en conformité avec la loi. Et je complète. Le Parti congolais du travail, qui vient de faire son 6e congrès, n'est pas en conformité avec la loi. Et ce qui est grave à travers le 6e congrès, c'est que ce parti qui sait depuis très longtemps qu'il n'est pas en conformité avec la loi vient de faire une récidive parce qu'ils ont reconduit Denis Sassou Nguesso, qu'ils appellent maintenant le très grand camarade, comme président du comité central du Parti congolais du travail. C'est-à-dire que le 6e congrès que le Parti congolais du travail vient de tenir donne la confirmation aux Congolais, à l'opinion nationale et internationale, que ce parti se veut au-dessus de la loi, comme le président de la République. Il ne respecte pas du tout la loi et la loi ne les concerne pas du tout. Donc, en ce qui nous concerne, je suis très heureux, Christian, que tu aies relevé que l'arrêté sur la reconnaissance des partis, c'était pour l'année 2025. Et nous disons au ministre Mboulou, l'année 2025 est terminée, il faut maintenant remettre les plats à terre, il faut remettre les choses à plat. Je le dis pourquoi? Parce que, Christian, il faut que nous allions, comme semble-t-il, le bilan fait par le président de la République, en toute transparence, à expliquer un certain nombre de choses aux Congolais. Et nous allons prendre le temps de les expliquer. Au-delà du président de la République, au-delà du ministre de l'Intérieur, au-delà du Parti congolais du travail, mais je vous dis et je vous donne une information, puisque au Congo, on a tendance à considérer l'opposition politique congolaise de Pascal Tsatima Biala comme une composante, c'est pratiquement comme une institution. Je dois dire aux Congolais que l'UPADES de Pascal Tsatima Biala n'est pas en conformité avec la loi. L'UDA Suyuki n'est pas en conformité avec la loi. Donc, la plupart de ces partis ne sont pas en conformité avec la loi. Ils sont reconnus tout simplement parce qu'ils ont fait allégeance au pouvoir et qu'ils sont prêts à accompagner le pouvoir. C'est pour ça que je terminerai mon propos en disant, Christian, notre collectif commun sollicite la confiance des Congolais autour d'un idéal de changement, changement pacifique, changement démocratique, changement durable. Et nous voulons une chose, c'est le changement et la rupture. Et pour ça, nous avons besoin d'être en contact avec les populations à travers ces rencontres citoyennes. Nous sollicitons, on ne nous a pas interdit, nous avons saisi le préfet de Brazzaville quand on a fait la rencontre des citoyennes à la salle de l'armée des saluts. Nous projetons d'en faire et nous allons informer le préfet de la République pour que les dispositions de sécurité soient prises et nous permettent de réaliser nos activités. Voilà, je m'excuse. Ok, vous parlez donc, merci Clément, vous parlez de la rupture. Jean-Jacques Serge Yombi Opango. Monsieur Clément Mirassa vient de dire que depuis 2002, Denis Sassou Nguesso, disons le PCT n'a jamais respecté la loi. Ça veut dire que depuis 2002, le PCT organise des élections hors la loi. Il nous souviendra qu'à l'opposition, Denis Sassou Nguesso déclarait qu'il n'accepterait jamais, mais alors jamais, qu'une élection soit organisée par un gouvernement hors la loi. Ici, nous sommes dans un cas de figure où le PCT est hors la loi. Les preuves existent, on peut le démontrer. Jusqu'où pourrez-vous aller? Sinon, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour défendre les Congolais? Ben écoutez, si nous nous battons pour défendre l'intérêt des Congolais, en tout cas pour mon pays et pour défendre les intérêts, nous sommes prêts à y laisser notre peau. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, mais nous ne voulons pas entraîner les Congolais à la mort facile, parce qu'en face, nous savons que le parti au pouvoir et tout les structures armées qui aujourd'hui ressemblent plutôt à des milices qu'à des personnes qui pourraient défendre l'intérêt du peuple. Comme j'ai déjà eu à le dire, il n'y a pas de balles en caoutchouc au Congo.
et nous ne voulons pas prendre de risques pour qu'on tue encore des Congolais, d'autant plus qu'on nous a fait la démonstration qu'il est facile et aisé de tuer des Congolais, fussent-ils de grands bandits. Merci, docteur Marcel Guitoukulu, puisque l'objectif ici, c'est en fait réclamer une bonne gouvernance électorale, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et vous êtes prêt, parce que lorsque Jean-Jacques parle, c'est aussi au nom du RFC, vous êtes prêt à laisser évidemment votre peau pour défendre les Congolais. Quelle est donc la posture actuelle du Écoutez, RFC face à cette élection à venir? Monsieur Perrin, nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous adresser avec conviction pour le combat que nous menons et gravité pour le sérieux que les Congolais accordent à une dynamique de changement. Le changement ne peut pas être servi sur un plateau d'argent. Le changement est le fruit, le résultat d'une longue bataille politique qui doit aboutir à inverser l'équilibre des forces politiques actuelles en présence dans le pays. Le pouvoir en place, fort de la captation de tous les revenus du pays et des richesses pour faire fonctionner une machine de guerre qui est mise en place pour conquérir et conserver durablement le pouvoir, quelles que soient les conditions, ne nous laissera pas agir contre leur fortune. Mais l'opposition a compris également que l'élément le plus important dans cette bataille tient à la conscientisation populaire. Ce peuple piétiné, martyrisé, dupé, à qui on fait croire tous les mensonges possibles, doit pouvoir prendre conscience de la réalité sociale, économique et politique du pays. Ce travail ne peut être fait que par le détachement avancé du peuple qui a intégré la notion éthique et la qualité même du contenu du changement. Pour que le peuple qui est mandant puisse enfin, devant l'histoire, devant la nation et devant le monde, prendre ses responsabilités. Longtemps, le pouvoir a divisé l'opposition en opposition radicale, en opposition modérée, en opposition centriste. Tout ceci constitue des artifices pour pouvoir diluer le combat que livre le peuple congolais pour obtenir sa seconde indépendance vis-à-vis du colonialisme national que constitue le néo-patrimonialisme prôné par le couple PCT Parti-État et M. Denis Sassou Nguesso. Donc, dans ces conditions, le travail que nous menons aujourd'hui au niveau du RFC, au travers de nos rencontres hebdomadaires, c'est un travail qui va dans le sens de donner la capacité au peuple congolais de réfléchir sur son sort et de réagir par rapport à ses attentes. C'est vrai que l'élection présidentielle est le seul moyen qui est donné au peuple pour pouvoir enfin réussir sa mutation politique. Mais attention, on ne va pas aux élections pour y aller. On y va d'abord parce que
les conditions permissives sont rassemblées et réunies pour que l'élection soit libre, régulière et transparente. Mais pour qu'elle soit clean, régulière et transparente, il va falloir que le pouvoir puisse accéder à un certain nombre de préalables que nous nous efforçons à faire accepter et admettre au pouvoir en place, sans lesquels préalables, croyez-moi, M. Perrin, que le peuple, cette fois, ne se laissera pas faire, que l'opposition, cette fois, ne se laissera plus faire, elle montera au créneau pour que les choses se fassent dans la transparence. Un homme, une voix, et parmi ces critères, il y a des critères qui ont été élaborés par les différentes concertations organisées par le même pouvoir, parmi lesquelles la biométrie. Pourquoi, depuis que cette disposition avait été adoptée, elle n'a jamais été mise en place? À mon avis, je pense qu'il s'agit simplement d'une duplicité politique qui permette au pouvoir, encore une fois, de mettre en avant des éléments qui lui permettront de, si vous voulez, tricher, qui lui permettront de passer outre la volonté populaire et de manipuler le vote. Il y a un autre critère qui était la baisse de la caution. On ne peut pas admettre que dans ce pays, que ce soit uniquement ceux-là qui ont pris de l'argent du trésor public, qui ont pillé le patrimoine national, qui puissent accéder à la magistrature suprême en érigeant l'élection ou notre démocratie sous forme de démocratie censitaire. On n'en veut pas. Il y a un montant qui avait été déjà utilisé, usité en 2009, 5 millions. Ça a été demandé également par les différentes concertations. Nous y revenons et nous mettons une couche pour dire il faut qu'on en arrive là. Ensuite, nous exigeons une commission électorale véritablement indépendante qui associe dans la gestion de l'élection de bout en bout à la fois l'opposition et la société civile. Et nous rejetons le vote anticipé des militaires, qui est le premier palier de la manipulation du vote des Congolais. Et enfin, nous voulons que les Congolais de l'étranger puissent également assumer leurs droits, leurs devoirs de citoyens. Alors, une fois qu'on a dégagé ça, le pouvoir doit savoir que toute dictature a une fin. Il arrive un moment où le peuple lui-même, par une volonté populaire, impose une dictature révolutionnaire pour obtenir ses droits. Merci, M. Perrin. Merci, docteur Marcel Guitokoulou. Je vais donc m'intéresser encore à Jean-Jacques Jombi Opango. Cette fois-ci, l'opposition ne se laissera pas faire, le peuple pas non plus. Alors là, on parle des conditions, c'est-à-dire pour vous, il faut des préalables à toutes les conditions que vient d'énumérer docteur Marcel Guitokoulou, sinon il n'y a pas élection. Ou qu'est-ce qui se passera concrètement? Parce que nous sommes à 2 mois, je l'ai rappelé, 2 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que dans le timing qui reste, vous pensez que le PCT va souscrire à ces conditions? La vérité, c'est que non. Le PCT va foncer comme d'habitude. À ce moment-là, que fera le rassemblement des forces du changement? Merci, Monsieur Perrin, pour cette question. D'abord, nous allons vous dire que tout ne se dit pas publiquement. Nous devons conscientiser le peuple. Parce que aujourd'hui, c'est le peuple qui a les clés en main pour changer les choses. C'est le peuple qui a les clés en main pour changer les choses. Et nous devons conscientiser ce peuple. Nous devons conscientiser ce peuple et non subir l'instrumentalisation cynique des populations que vient encore de faire le Parti congolais du travail avec leur congrès.
Voyez-vous? Conscientiser, ça veut dire que nous allons donner des mots d'ordre le moment venu, quand il le faudra. Malgré le fait que il y a déjà une opération qui a traumatisé les populations, même si certains l'ont applaudi, mais le but aussi de cette opération, c'était de nous faire peur, de traumatiser la classe politique, pour nous montrer cette espèce d'épreuve de force que le pouvoir a fait il y a quelque temps avec l'opération Kuluna. Ce que je voulais dire, c'est que euh, là, vous voyez, il y a eu, si je peux me permettre, hein, il y a eu le parti au pouvoir a fait son congrès. Ce que, pour moi, n'a pas été un moment de vrai débat comme à l'époque. Nous qui avons eu peut-être la chance ou le malheur de Oui. grandir avec ce PCT, à l'époque, il y avait des débats sérieux à l'intérieur. Mais là, c'est pratiquement, ça n'a pas été un moment de débat ou de renouveau politique, mais surtout une opération de consolidation du pouvoir. On pourrait dire que c'est de bonne guerre, ce qui relève du droit de ce parti. Sans surprise, nous avons vu que le monsieur Moussa Pierre a été reconduit secrétaire général. Quoique, il semblerait que il voulait prendre sa retraite. Sans surprise, le président Sassou Nguesso a été désigné comme candidat de ce parti. Déjà là, c'est leur droit, mais ce qui pose problème, c'est qu'ils l'ont désigné aussi comme président du comité central, ce qui est encore un acte anticonstitutionnel parce que le président doit être au-dessus des partis. Mais quand ils remplissent la salle à coups d'argent, le parti n'a pas rassemblé des militants, mais a exploité la misère du peuple, a exploité la misère du peuple, d'un peuple qui a faim et qu'on a abandonné. Les citoyens ont été contraints, grâce à cause de la précarité, et certains, pour avoir des postes, ont été contraints, on les a même obligés d'intégrer le PCT. Certains responsables administratifs, certains cadres qui n'étaient pas au PCT, et nous avons vu, on les a obligés. Alors, ceci pose quand même un problème. S'ils ont été obligés, avec l'argent du contribuable, de faire cette démonstration de force, ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas si forts que ça. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent absolument s'imposer. Ils veulent absolument, je vais dire, préparer déjà la triche qui va arriver. La triche qui va arriver. Et à ce moment-là, je pense que nous allons prendre nos responsabilités. Vous savez, le peuple congolais n'est pas un peuple idiot. C'est un peuple qui est politiquement bien outillé, malgré le fait qu'on les appauvrit, malgré le fait que on les oblige à accepter les 2000, les 3000 parce que on a créé les conditions pour qu'il n'ait même pas ces 2000, ces 3000, et c'est ça que nous voulons combattre. Nous voulons combattre ce système, qui est ce système qui tue ce pays, qui tue ce pays, et je l'ai déjà dit, beaucoup ne se rendent pas compte. Là encore, il y a eu 3000 personnes qui vont mettre en danger leur, euh, je vais dire, qui se mettent en danger parce que tôt ou tard, il faudrait rendre des comptes pour la gestion calamineuse que ce pouvoir a fait dans ce pays. Voilà. Merci Jean-Jacques. Clément Mirassa, puisqu'on parle déjà du congrès du Parti congolais du travail, le sixième congrès, voilà, du Parti congolais du travail. Et tout le monde a vu, hein, les observateurs ont constaté que finalement tout l'appareil gouvernemental était là-bas et donc c'est un appareil à 100% PCT. Toutes les administrations, on a vu les têtes, les directeurs généraux, centraux, pourquoi pas, les maires et tout le monde. En fait, le Congo, comme qui dirait évidemment, gouverné par le Parti congolais du travail. Quel impact sur la gouvernance, pour ne pas dire la gestion prochaine, bien entendu,
du Congo lorsqu'on a en tête le bilan actuel? Je veux dire que pour la population qui est confrontée à des difficultés sociales et économiques persistantes, l'impact concrètement de ce congrès est quasi nul, pour la population en tout cas. Tant qu'il y aura tant qu'il n'y aura pas des réformes profondes garantissant et l'alternance, les libertés publiques et une gouvernance plus inclusive, ce type de rendez-vous restera essentiellement symbolique. Je ne vois pas pourquoi eux qui ont le courage d'affamer le peuple, eux qui ont le courage de martyriser le peuple, eux qui ont le courage de tuer le peuple, je ne vois pas pourquoi ils ne prennent pas le courage de décider que nous repartions au mono. Ça leur donnerait peut-être le droit de continuer à faire les bêtises qu'ils font aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même au temps du mono, ce n'était pas comme ça. Même au temps du mono, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est la majorité. Si vous prenez par exemple ce qui se passe à l'intérieur, bon, c'est leur sauce interne, la majorité, ce n'est pas je vais dire, la domination au sein même des instances dirigeantes de parti, c'est des gens proches de l'ethnie du président de la République. Donc, les discours d'unité, de cohésion et de discipline, comme c'était, je crois, leur thème, écoutez, moi je pense que en réalité on a été masqué parce que même à l'intérieur du Parti congolais du travail, il n'y a pas de pluralisme interne et je vais dire que même on marginalise les voix dissidentes et nous l'avons vu que pour le secrétaire général, il a fallu attendre pratiquement 24 heures. Ça veut dire que même au sein de ce parti, il n'y a pas de réelle démocratie. Alors, si des personnes qui n'ont pas de démocratie en leur sein, comment voulez-vous qu'ils expliquent ou qu'ils pratiquent la démocratie au niveau de l'État? Non, c'est, comme je l'ai dit, l'histoire jugera sévèrement un parti au pouvoir qui choisit de se maintenir par la tromperie plutôt que de servir réellement le peuple. Alors, Clément Birassa, puisque nous connaissons tous le bilan, ce que les Congolais en disent, bien que présenté comme positif, globalement positif par le Premier ministre Anatole Koulibaly, mais les Congolais vivent les faits et ils connaissent ce qui se passe. Là, on a reconduit presque les mêmes personnes. Et c'est ce que moi j'ai cru comprendre. Ce sont les mêmes hommes, les mêmes personnes qui dirigent le Congo depuis belle lurette. À quoi peut-on donc s'attendre? Merci bien pour ta question, Christian. Je vais compléter ce que mes amis et collègues ont déjà dit. Christian, il faut que les Congolais retiennent que le Congo vit un drame. Et aujourd'hui, dans ce pays, il y a la confrontation entre deux visions. Une vision qui est défendue par le président de la République et le Parti congolais du travail et les alliés. C'est ceux qui sont pour le droit de la force. Et une vision que nous défendons au Rassemblement des forces du changement. C'est la force du droit. Et je crois qu'il faut que nous reprécisons aux Congolais que le président de la République est président du Parti congolais du travail. Le disant, c'est pour dire qu'il est très mal placé pour organiser une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Ça, c'est déjà de la tricherie. Lorsqu'on dit que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, par rapport aux lois que le Parti congolais du travail lui-même a adoptées, notamment la loi 20-2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, le Parti congolais du travail doit être suspendu. Et au lieu qu'il soit suspendu, ils viennent au contraire narguer le peuple en faisant du président de la République le très grand camarade et en le reconduisant comme leur candidat à l'élection. Je vais essayer de donner une image, Christian. On va à l'élection le 22 mars 2026 et Denis Sassou Nguesso est élu. Comment il fait pour faire la prestation du serment? Puisqu'en temps déjà que président du Parti congolais du travail, il a déjà violé la Constitution avant même de prêter serment. Où allons-nous? Et je rappelle aux Congolais
que c'est Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation en 2023 qui a dit que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous entraîner à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais depuis 22 ans, Denis Sassou Nguesso est dans l'anticonstitutionnalité. Peut-il expliquer aux Congolais pourquoi? Peut-il expliquer aux Congolais comment, après avoir fait un recensement qui a dénombré 6142 180 Congolais, qu'on puisse déclarer sans honte que Denis Sassou Nguesso est le seul capable de diriger ce pays, déniant enfin l'intelligence des Congolais, que ce soit ceux de l'intérieur que de l'extérieur. C'est extrêmement très dangereux. Maintenant, quand on parle du congrès des gens qui sont revenus, mais Christian, les Congolais ont compris la manie. La manie, c'était laquelle? Sur la base du budget de l'État, faire le tour du Congo en posant des pierres, en inaugurant l'école pour dire Sassou travaille très bien. Mais en fait, tout le monde connaît le bilan. Je crois que Gilbert Ondongo en a eu la preuve. Le problème, quand Anatole Colinet-Makosso vient parler du bilan, mais il sait que tous les Congolais sont au courant de ce qu'est le bilan. Le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. Et il faut que ce soit dit. Dans le travail de conscientisation, c'est ce que nous devons expliquer. Et moi, je suis gêné d'évoquer un certain nombre de choses. Maintenant, quand on regarde ce que le secrétaire général du PCT a dit dans son discours d'ouverture, mais c'est lamentable, Christian. C'est triste pour le pays. Je dis que c'est triste, pourquoi? Parce que ce monsieur s'est permis de dire que le Parti congolais du travail a gagné toutes les élections entre 2020 et 2025. Élections organisées par un président de la République qui n'est pas en conformité avec la loi. Élections organisées par un parti qui n'est pas en conformité avec la loi. Élections organisées dans la tricherie. Et je continue. Quand je suis le message du président Denis Sassou Nguesso, congressiste, mais j'en suis véritablement triste. Et il y a deux notions qui ont retenu mon attention. La première notion, c'est qu'il s'est permis de dire qu'il ne peut pas être au Congrès parce que la Constitution le lui interdit. Non, la Constitution ne lui interdit pas. L'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Alors que Denis Sassou Nguesso pardon de vous interrompre juste à ce niveau-là. Et lorsqu'il dit qu'il ne pouvait pas se présenter au Congrès parce que bon, les dispositions ne le lui permettent pas, est-ce que c'était pas une manière de vous répondre en fait pour lui et se dit voilà. Mais il ne peut pas nous répondre. Il ne peut pas aller se présenter. Mais Christian, il ne peut pas nous répondre. Denis Sassou Nguesso, dès le 14 août 2002, n'a pas déclaré son patrimoine. Il ne l'a pas fait en 2009. Il ne l'a pas fait en 2016. Il ne l'a pas fait en 2021. Mais je crois que certains d'entre nous ont suivi la prestation de serment du président Ouattara. Et il a dit que s'il ne respecte pas le serment qu'il a prêté, ben, il perd la confiance du peuple et il subit la rigueur de la loi. C'est ce qui manque au Congo. Et on constate qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, par rapport à cet aspect, nous redisons clairement que le président Sassou a choisi de vivre dans l'anticonstitutionnalité. Mais si tu es dans l'anticonstitutionnalité, il faut bien accepter la rigueur de la loi. C'est vrai qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et je pense que c'est là que le RFC doit agir au niveau de la prison. Maintenant, l'autre aspect qu'il a évoqué, qui est plus grave, puisque Jean-Jacques vient d'évoquer ça. Et je l'ai suivi dans ce message, il dit, il n'y a pas de Congolais du Nord, il n'y a pas de Congolais du Sud. Denis Sassou Nguesso peut-il expliquer pourquoi dans un gouvernement qu'il forme, la majorité des ministres ont des origines pratiquement du Nord. Et quand on prend un gouvernement de 38 ministres, le département de la cuvette, dans l'ancienne configuration, le département de la cuvette, à lui tout seul a 10 ministres. Le département de l'Ankenya a 7 ministres. Ça fait 17 ministres. Est-ce que c'est la partie la plus peuplée du Congo? Je dis non. Et on peut évoquer comme ça. Pourquoi dans les régies financières, il n'y a que les responsables de la cuvette qui sont directeurs généraux? Pourquoi? Mais les Congolais le vivent. À travers les concours qui se font à l'ENAM, tout ça, on voit ce qui se passe. Nous avons même vu la note du président, du ministre Oba pour nous, etc. Donc, nous disons, Christian, et pour arriver à la question que tu as posée, la sortie
du Congrès est dramatique pour le Congo. Et je vais dire, parce que les Congolais ne l'ont pas encore perçu, il y a un véritable danger qui guette le Congo. Lequel? Quand vous prenez le bureau politique, les postes les plus importants, les postes forts sont occupés par qui? Bouya est aux infrastructures. Gilbert Ondongo est à l'économie et aux finances. Christelle Denis Sassou Nguesso est à la jeunesse et à l'emploi. Je crois que Jean-Bruno Richard et toi est au comité. Ça veut dire quoi? Mais c'est un message qui est donné aux Congolais qu'ils ne vont pas lutter contre la corruption. Et pourquoi j'épingle ces personnalités? Parce que ces personnalités font partie des 6 Congolais qui ont dans les paradis fiscaux 5 500 milliards dans les paradis fiscaux qu'ils n'ont jamais été capables de justifier et pour lesquels ils n'ont jamais été inquiétés par le pouvoir. Ça veut dire que la sortie du Congrès est un message qui a envoyé au peuple en disant il y a eu des vols dans ce pays, il y a eu des détournements, mais ne vous en faites pas, rien ne bougera. Tant que nous serons là et que nous allons nous imposer par la force, nous n'avancerons pas. Et à contrario, c'est là que je vais terminer. Mais Christian, tous les Congolais sont informés de la grogne. Je suis retraité. Les retraités savent ce qu'ils endurent. Et ils attendent, puisque je crois que j'ai révélé que dans le budget 2026, on a prévu que 66,4 milliards au titre des cotisations sociales de la CREF. Ça veut dire que ce gouvernement a prévu pour les retraités le paiement de 5 mois de pension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est partager ce que Pierre Moussa est venu défendre en disant les 11 points qui justifient que Sassou Nguesso continue, parce que nous développerons plus tard les points qui vont faire apparaître que Sassou Nguesso ne doit pas être président. Mais il y a la continuation de voilà, donc souffrance. Parlons donc de ce point-là. Pardon? Monsieur Perrin, s'il vous plaît. Je vous en prie. Oui, juste un détail. Vous avez dit tout à l'heure que le président, ayant pris note des observations que nous avons faites sur la non-conformité en tant que président du comité central, eh ben, il n'a pas pu y assister. Mais si, il a assisté. Peut-être pas physiquement, mais il y a eu un discours qui a été lu, qui a été rédigé par le président. Il a assisté et il y a eu un discours qui a été lu dont il a été celui par lequel il a donné un certain nombre de messages. Et donc, il a pris part à ce congrès. Il a pris part à ce congrès. Donc, il faut relever ce détail-là. Merci. Merci pour ce détail très important. Docteur Marcel Guitokoulou, tout à l'heure, on parlait donc du 6e congrès du Parti congolais du travail. À ce congrès, on a aussi entendu, et ils ont insisté là-dessus, que le bilan était positif. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Bon, le Premier ministre a présenté un livre bilan, tout le monde l'a suivi, c'était au cours d'une quinzaine du gouvernement. C'est un livre, après on se posait la question de savoir, il était venu présenter le livre ou le bilan. En tout cas, là, il faut peut-être aussi nuancer les choses. Alors, est-ce qu'on peut parler du bilan de Sassou Nguesso, tout de même les 5 dernières années, c'est-à-dire 2021, 2026, nous y sommes. Monsieur Christian Perrin, avant de passer au décryptage du bilan du régime Denis Sassou Nguesso, j'aimerais dire juste un petit mot sur le congrès du Parti congolais du travail, contrairement à ce que doit être un congrès politique. Celui qui doit dresser le cap, celui qui doit enfin remotiver les militants sur des concepts politiques et idéologiques et économiques du parti. J'ai tout simplement eu l'impression d'avoir suivi un congrès de courtisans qui viennent consolider le fait que le pouvoir soit organisé autour d'une autorité qui a la charge de redistribuer les prébendes à tous ceux qui l'entourent et à ceux qui crient les plus forts. Un congrès des courtisans qui manquent de vision. D'ailleurs, ils le déclament partout, y compris dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de vision, ils ne sont là que pour appliquer la politique du président du Parti congolais du travail, donc président de la République. Mais on ne peut pas prétendre gouverner ou alors gérer un portefeuille ministériel sans avoir une vision à mettre en œuvre dans le cas des attributions
qui doivent révéler l'épaisseur de chacun d'entre eux. Bref, il n'y a rien à attendre de ce congrès, sinon que c'était la consécration d'un pacte réel autour du pillage des ressources de l'État, autour de la captation des richesses du pays au profit d'une bande d'individus sans foi de loi. Pourquoi je dis ça? On a vu dans les réseaux sociaux que pour avoir participé au congrès, chacun des participants aurait touché une indemnité de 300 000 francs CFA par jour. Et il y en a 3 000. Il y a eu 3 000 congressistes. Est-ce que le Parti congolais du travail, aujourd'hui, est à même de nous expliquer d'où viennent les fonds qui lui permettent de fonctionner de façon aussi dispendieuse? Je me pose des questions. Peu importe. Un jour, la nuit s'éteindra, le soleil se lèvera, les comptes seront demandés et chacun assumera ses responsabilités face à la loi qui sera dite et au droit. Vous m'avez posé la question sur le bilan. C'est avec plaisir que je vais pouvoir m'y pencher. Oui, mais pardon, docteur, on va y revenir. Tout à l'heure, vous avez donné une information très importante. Vous parlez de 300 000 par participant à ce congrès. Lorsqu'on regarde la salle, comment elle était bondée, on imagine combien d'argent on a donc dépensé et forcément l'argent du contribuable congolais, parce que finalement, c'est un parti qui fonctionne avec les moyens de l'État. Dans un contexte où on nous parle de la crise économique et financière, où on est en train de suivre dernièrement, je crois, vous êtes informé, que le gouvernement a encore émis un nouvel eurobond pour voilà, lever encore 260 millions de dollars, donc l'équivalent de 156 milliards de francs CFA. Et vous dites, dans le même temps, au congrès du Parti congolais du travail, chacun a perçu 300 000 francs CFA par jour. En tout cas, quand vous faites la revue de presse dans toutes les presses sérieuses des réseaux sociaux, l'information, elle est donnée. Et je fais confiance parce que je sais ce que c'est que la captation des deniers publics par ce groupe de partisans. Vous le dites bien que le pays fonctionne sur la dette. Mais où va cet argent que l'État va emprunter pour soi-disant aider le pays à quitter la crise, à sortir de la crise, alors que le pays continue à s'enfoncer de plus belle? Et encore une autre information, le Congrès s'est tenu non pas dans une salle lambda, elle s'est tenue dans une des propriétés privées appartenant au clan présidentiel. Vous trouvez ça normal? On ne va pas nous dire que ce clan présidentiel a fait cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau. Ils ont dû payer la location de la salle, normalement. Une façon de récupérer et de capter encore une fois de plus l'argent du trésor public. Il faut que tout ceci s'arrête. C'est ce qui fait que le pays ne puisse avancer. Et c'est ce qui justifie le bilan catastrophique du président Denis Sassou Nguesso et de son corollaire, le Parti congolais du travail, parce qu'ils gèrent ensemble le pays. On a tendance à penser que le bilan, ce n'est qu'un tour de passe-passe sur 5 ans. Non, il faut qu'on ait les pieds sur terre. On ne peut pas faire une image instantanée des 5 dernières années pour dire, voilà la crise, voilà le bilan qui est positif. Non, il faut tenir compte de ce que le couple PCT Parti État et Denis Sassou Nguesso, président de la République, gouverne le pays depuis 42 ans, sinon plus. Et sur les 42 ans, sinon plus, quel a été l'apport du Parti congolais du travail au développement du pays, à la construction d'une nation libre,
dans laquelle les droits humains soient respectés et dans laquelle nos enfants soient correctement formés, constituent le creuset du pays et puissent enfin prendre la relève. Aujourd'hui, nous disons simplement que, contrairement au discours propagandiste du Parti communiste du travail et du président lui-même, le bilan il est catastrophique. Depuis 1979, nous ne cessons de vivre dans un cycle de crise économique. On repart, on s'endette, on recommence, on imagine, tout le monde sait ce que c'est que l'initiative PPTE qui nous a permis d'obtenir à nouveau un levier économique et reconstruire le pays. Les dettes ont été annulées, mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on a fait de cette capacité qu'on nous a redonnée pour aller de l'avant? On s'est endetté de plus belle, on a investi dans des éléphants blancs, et au final, on se retrouve encore avec des nouvelles dettes pour lesquelles nous sommes obligés de vivre sous perfusion continue des fonds vautours, des bailleurs multinationaux et bilatéraux. Lorsque je prends juste 5 ans pour vous dire que celui qu'on a appelé l'homme des masses et des actions concrètes, en réalité, c'est l'homme du passé, l'homme du passif et l'homme qui devient l'incarnation même de la ruine du Congo. Nous avons une dette qui n'a fait qu'augmenter d'année en année. Entre 2020 et 2024, on est passé de 6 596 milliards à peu près à 8 500 milliards de francs CFA et plus, soit une augmentation d'environ 30% dans les 5 ans. Vous trouvez que c'est normal? Et d'autre part, les recettes ne sont apportées que par le pétrole, alors que pour tout gouvernement sérieux, pour tout responsable digne de ce nom, pour tout père de famille qui se soucie de l'avenir de ses enfants, on aurait dû diversifier les sources de revenus pour nous permettre à la fois d'investir, mais de payer également nos dettes. Ce qui n'a pas été fait. Au bout de 42 ans, le gouvernement, le président, le Parti communiste du travail ont été incapables de trouver une alternative au pétrole comme source de revenus, et vous pensez très clairement que ce sont les 5 ans qui viennent qui feront que le miracle se produise et que le pays connaisse l'émergence que nous avons loupée en 2025? Je ne pense pas. Donc pour moi, ce bilan est clairement négatif parce qu'il ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. Tous les indicateurs que nous avons, qu'ils soient sociaux ou économiques, vont dans le mauvais sens. Une dette énorme dont les conséquences sont une mortalité des moins de 5 ans autour de 46 pour 1000, un taux de pauvreté autour de 45%, un taux de scolarisation des filles. Je parle des filles, pourquoi? Parce qu'il faut justement aider le sexe féminin à pouvoir arriver au niveau de ce que sont les hommes pour que enfin l'égalité se fasse et qu'on leur donne également des responsabilités. Mais le taux de scolarisation, il est bas. Il est autour de 46%. Et ce n'est pas en imposant l'égalité sur les listes électorales qu'on arrivera à élever le niveau de conscience et de réflexion, de développement, de raisonnement et de jugement des jeunes filles. Il faut les former. L'espérance de vie autour de 64%. Et là encore, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Cela veut dire quoi? Qu'à 50 ans, 60 ans, on est déjà vieillard dans notre pays. Ce n'est pas normal. Lorsque l'on voit que dans d'autres pays, comme le Burkina Faso, le Bénin, il y a des efforts énormes qui sont faits pour développer les systèmes sanitaires
On est même arrivé à interdire les évacuations sanitaires de complaisance, y compris au niveau des responsables étatiques, parce qu'on a mis les budgets nécessaires pour développer le système sanitaire. Je me pose des questions. Avec tout l'argent que le pays a pu engranger sur le plan des entrées pétrolières, qui participent à plus de 60 ou 80% des recettes du budget de l'État, qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que tout ce que nous avons connu comme réalisation, il faut en dire, puisque les éléphants blancs sont là, lorsque vous prenez la route Brazzaville-Pointe-Noire, oui, je reconnais qu'il y a une route qui existe, mais combien elle a coûté? Les fausses factures. Tout le monde sait que les routes congolaises sont les routes dont le kilomètre est le plus cher, autour de 3 milliards le kilomètre. Alors que partout ailleurs, quand vous faites la comparaison, les coûts sont beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui justifie ce genre de comportement au sommet de l'État? Et lorsque nous voyons qu'à la place de développer le pays, ce sont les barons du système, la nomenclatura congolaise, qui a fini par gonfler les comptes dans les paradis fiscaux, sans pourtant qu'il y ait une action diligentée par le pouvoir lui-même pour poser des questions sur les révélations qui sont faites dans la presse internationale, qu'il s'agisse des Panama Papers, qu'il s'agisse des Pandora Papers, des révélations. Des Pandora, etc. Pourquoi ce silence complet? Pourquoi ce mutisme? Et cela veut dire que le premier d'entre eux est le parrain et que tous les autres, ce sont des filleuls qui vont servir le parrain, qui travaillent pour le parrain et qui sont rétribués après. Je ne fais pas d'accusation, mais je constate simplement qu'il y a des faits et qu'il n'y a pas de répréhension derrière. Lorsque j'écoute le président de la République, dans son message de fin d'année, faire état de son bilan, il utilise trois axes importants. Le premier axe, il s'est glorifié de son bilan, que nous disons, il est mauvais, il est négatif. Il fait également un bilan en termes d'hommes de paix, mais les Congolais doivent le savoir, que le président de la République n'a pas le monopole de la paix. La paix est une construction collective. Et la paix, ce n'est pas simplement l'absence de crépitement d'armes de guerre. La paix, c'est assurer le niveau social des populations, c'est donner à manger aux populations, c'est assurer les soins aux populations, c'est assurer l'éducation des enfants, c'est donner du travail aux jeunes qui sont formés. Aujourd'hui, lorsque nous prenons ces critères basiques, on se rend compte que rien ne va dans ce sens-là. Comment voulez-vous que les Congolais se sentent en paix? Non, de ce point de vue, Monsieur le Président de la République n'a pas le monopole de la paix. Lorsque on repart en rétrospective de l'histoire politique congolaise, puisque je dis que le bilan, c'est un bilan de 42 ans, qu'est-ce que nous voyons? On prend juste la période du président Lissouba. Nous avons vu un député homme fort du système nous révéler comment le président Denis Sassou Nguesso et ses camarades ont troublé la quiétude des Congolais juste pour pouvoir revenir au pouvoir. Et c'est la base de la création de l'insécurité dans notre pays. Ce que nous connaissons aujourd'hui avec les Koulouna, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça prend source et racine de très loin. Est-ce qu'un homme de paix se comporterait de cette façon-là? La conférence nationale souveraine avait placé entre les mains des acteurs politiques un outil essentiel pour conduire le pays, une constitution qu'ils ont fini par violer, qu'ils ont fini par retirer du circuit.
pour imposer une constitution taillée à leur juste mesure. Est-ce qu'un homme de paix fait la guerre pour reprendre le pouvoir? Non. Est-ce qu'un homme de paix assume des opérations de guérilla dans le pool parce que son pouvoir est menacé? Est-ce qu'un homme de paix, un homme de loi, traiterait les jeunes égarés de par leur faute, parce qu'ils n'ont pas appris à cette jeunesse-là à gagner sa vie différemment, parce qu'ils n'ont pas eu à éduquer cette jeunesse. Ils ont eu à l'embrigader dans le sens des intérêts qui sont les leurs. Est-ce que ces jeunes qui sont égarés aujourd'hui, qui sont sous la pression de la DGSP, connaissent un traitement digne d'humanité? Je ne dis pas qu'il faut les encourager. Il faut les traiter différemment en tenant compte des dispositions constitutionnelles et du respect des droits de l'homme. De ce point de vue-là, le président de la République peut être tranquille que le fait d'avoir publiquement assumé, cette opération, malheureusement, ça l'expose devant les juridictions pénales internationales qui, aujourd'hui ou demain, lui poseront des questions pour qu'il s'explique sur le non-respect des droits de l'homme, des droits humains, sur les exécutions sommaires qui sont organisées par, entre guillemets, une milice à sa solde. Vous voyez bien, M. Perrin, que de ce point de vue-là aussi, le bilan est négatif. Et enfin, le président nous a parlé des élections. Mais de quelles élections et quel bilan politique on peut faire? Le président a transformé toutes ses défaites depuis 2002, 2009, 2016, 2021 en victoire. Et ça, tous les Congolais le savent. Prenons les 2 derniers mandats. 2016 contre Mokoko, 2021 contre Parfait Kolela. Et on sait de quelle manière ces élections se terminent. Mais comment peut-on parler d'élections apaisées? Comment peut-on appeler à l'organisation d'élections dans un climat d'apaisement lorsque les Congolais savent que les résultats de cette élection sont déjà quasiment connus? Et c'est là où l'opposition doit pouvoir se retrousser les manches pour dire que trop, c'est trop. Il faut arrêter cette machine qui s'emballe et qui ruine le peuple. Voilà ce que je peux dire dans le cadre de ce bilan. Marcel Guitokoulou, oui. Je voulais ajouter, si Christian le permet, quelques chiffres. Je vous en prie, oui, Clément. Je voulais ajouter quelques chiffres. Le premier chiffre que je voulais ajouter, c'est celui que l'on appelle au plan mondial l'indice de démocratie. Et lorsqu'on prend l'indice de démocratie au plan mondial, l'indice de démocratie du Congo entre 2021, pour ne prendre que les 5 dernières années, entre 2021 et 2024 est de 2,79 sur 10. Ça veut dire que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. Le Congo est une dictature. Et dans une dictature, on organise les élections selon le principe qu'on ne perd pas des élections, qu'on organise. La preuve, vous avez déjà vécu de cet arrêté du ministre de l'Intérieur qui a déclaré, qui a reconnu des partis qui ne sont pas conformes à la loi, ce qui prouve exactement également le niveau de tricherie et de fraude et comment ça s'organise. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur que je vais rappeler, et celui-là est plus important, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'indice de corruption. Et je rappelle aux Congolais
que dans son message de fin sur l'état de la nation en 2018, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré que face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni gros poissons, ni menu fretin. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice, seul prévaudra la loi. Mais Christian, posons-nous la question. L'indice de corruption du Congo est de 23 sur 100. Et j'ai entendu le Premier ministre avec beaucoup d'ironie dire que nous avons gagné 14 points, c'est faux. Depuis 2021 entre 2021 et 2024, cet indice a varié entre 21 et 23%, donc on est pratiquement au même niveau. Maintenant, je vais donner une indication aux Congolais pour qu'ils essayent de faire une comparaison. En 2010, Gilbert Ondongo est ministre des Finances du Congo. Et on se vante au Congo d'avoir le budget le plus élevé des pays francophones hors la France. Le budget du Congo était de 2814 milliards. Celui de la Côte d'Ivoire était de 2617 milliards. Mais quand on voit le budget projeté de la Côte d'Ivoire en 2026, il est de 17 350 milliards. Et celui du Congo est de 2550 milliards. Donc, nous avons régressé. Et aujourd'hui, vous avez vu sur les réseaux sociaux que courant janvier, le président Alassane Ouattara va payer à tous les travailleurs de la fonction publique les 2/3 de leur salaire, au-delà du fait qu'ils ont régulièrement. Donc, quand on parle du bilan, Christian, et je soutiens ce que Marcel vient de dire, mais faisons le bilan. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle dans ce pays la guerre du 5 juin 1997? Quel en était l'objectif? Et plus de 20 ans après, qu'est-ce qu'on pense? Une guerre qui a fait, selon Éric Dénessé, plus de 400 000 morts. Lorsqu'on voit la situation des opposants, qu'est-ce qui justifie que Jean-Marie Michel Moukoko continue à être en prison? Qu'est-ce qui justifie qu'André Okombi Salissa continue à être en prison? Qu'est-ce qui justifie plus récemment que Maître Bob Kaben Masuka ait pu être arrêté, soi-disant, pour un complot de déstabilisation de l'État? Et il y a une session criminelle qui va se terminer, puisque c'était une affaire où il était pris en flagrant délit. Je suppose que les juristes savent ce que c'est qu'en droit, ce que c'est que la flagrance, le flagrant délit. Et comment on peut expliquer qu'il y a une session criminelle qui va se terminer et le procès de Maître Bob Kaben Masuka n'a pas eu lieu? Tout simplement parce que on dit c'est un opposant. Mais vous avez les preuves, faites ça. Alors, pour terminer sur le bilan, Christian, la question est simple. S'agissant du bilan, le président Sassou, puisqu'il a parlé en toute transparence dans son bilan, il a parlé de l'obligation de rendre compte. Les Congolais veulent savoir exactement l'affaire des 14 000 milliards. Les Congolais veulent savoir exactement les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Les Congolais veulent savoir le FIGA, le scandale du FIGA avec Madame Jacqueline Lydia Nicolo, le scandale des bourses avec les 6 milliards qui se dissipent chaque année. Ça veut dire quoi, Christian? Ce pouvoir, dans une démarche de répartition, etc., a pris l'option de protéger les responsables des scandales de crimes économiques et financiers. Les vols, les détournements ne sont pas du tout sanctionnés dans ce pays. Au contraire, vous êtes encouragés. Vous avez vu les promotions au niveau du congrès du PCT. Ils deviennent membres du bureau politique. Certains deviendront certainement ministres. Donc, on est dans une vision, non pas de recherche de progrès, mais d'enfoncer le Congo dans la misère et dans la souffrance. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que je voulais ajouter au brillant exposé de Marcel un peu ces éléments pour compléter et faire apparaître aux Congolais que le bilan du président Sassou et celui du Parti congolais du travail est terriblement catastrophique. Ils ont lamentablement échoué et ils n'ont pas le droit de revendiquer un autre mandat. Voilà ce que je dis. Christian, merci Clément. Christian Sirmayanda, je reviens donc vers vous. Vous êtes chargé de la mobilisation aussi de la jeunesse. Les dernières statistiques du recensement, le dernier recensement, celui bien sûr de 2023, ressortait qu'il y avait, la population congolaise est passée à 6 100 000, quelque chose comme ça, dont 4 500
jeunes. Et parmi ces jeunes, ceux qui sont dans la fourchette de 19 à 35 ans, on les compte autour de 2 millions, sinon plus de 2 millions de jeunes, et qui sont d'ailleurs sans emploi. Donc des jeunes qui devraient travailler, mais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas accès à l'emploi. Et dans sa présentation du livre bilan, puisqu'on a parlé de la transparence, en toute transparence, Anatole Kolné-Makosso parlait de ce que disait ou déclarait. Il a affirmé que le taux de chômage est passé à 19,7%. Et vous êtes chargé, évidemment, de la mobilisation de la jeunesse. Et demain, vous aurez besoin, évidemment, de cette mobilisation, de l'adhésion de la jeunesse. Lorsque vous avez suivi Anatole Kolné-Makosso parlant de 19,7% du taux de chômage, alors que nous avons plus de 2 millions, plus de 2 millions de jeunes en chômage, sans emploi. Mais écoutez, ça, c'est les informations que vous me donnez. Je l'ai entendu, mais je ne partage pas ce chiffre. Ce chiffre vous Et donc, parlez de quel message vous 19% du taux envoyez de à cette chômage. jeunesse, puisqu'apparemment, elle est C'est délaissée. c'est- c'est- Tout à l'heure, on a c'est une jeunesse développé, c'est pardon. une jeunesse qui est effectivement délaissée. C'est une jeunesse sans perspective. C'est une jeunesse qui a besoin d'éducation, qui a besoin d'une formation professionnelle, qui a besoin justement que nous nous attardons sur son devenir, sur son rôle et sur son avenir. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire à travers un certain nombre de politiques publiques. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'au niveau du RFC, nous avons un, un, un projet en commun qui va tacler toutes les problématiques économiques, sociales de ce pays pour proposer quelque chose qui est viable, quelque chose qui pourrait changer le cours des choses dans ce pays, et notamment la jeunesse qui est une priorité pour nous. Le taux de chômage, je suis désolé, moi, les chiffres que j'ai, le taux de chômage des jeunes est autour de plus de 30%, 39%, 40%. Je ne sais pas où il a eu ces chiffres-là, mais je suis désolé. La jeunesse aujourd'hui est désœuvrée. La jeunesse est au chômage, il n'a plus de perspectives et ce n'est pas le PCT qui va donner les perspectives. Moi, je le dis toujours, je vais reprendre un peu ce que disait mon mentor Guy Brice Parfait-Colélas, qui disait que le mal du Congo, c'est la gestion chaotique du PCT. Le mal du Congo, c'est la gestion chaotique du PCT. Et donc, moi, pour ma part, et je crois que même pour le RFC, nous n'avons plus rien à attendre du PCT, nous n'avons plus rien à attendre du président Denis Sassou Nguesso qui ne peut plus rien proposer à ce pays. Et donc, c'est à nous, opposition, c'est à nous la véritable opposition que nous incarnons, parce que vous savez que l'opposition, oui, elle est plurielle, mais je crois que comme l'a dit tout à l'heure le président Yombi, vous avez assisté à tout ce cinéma qu'il y a eu au congrès du PCT, où vous avez eu l'UDHUT, vous avez eu Le du MCCDI, PADES, tous, l'UPADES, tous ces le partis de... MCDI encore c'est un parti de la majorité présidentielle. C'est compréhensible. Mais vous avez l'UDHUT, vous avez tous ces partis qui se réclament de l'opposition, qui sont reconnus comme partis politiques par M. Mboulou, mais qui viennent avec arrogance au congrès du PCT pour dire qu'ils sont là pour incarner le vivre ensemble. Mais vous avez déjà vu en France le parti Renaissance ou le parti républicain aller assister au congrès de Marine Le Pen. Vous avez déjà vu le parti de Marine Le Pen aller assister au congrès de Renaissance ou d'autres partis. Tout cela, c'est n'importe quoi. C'est pour cela que nous disons que nous incarnons la véritable opposition. La véritable opposition, c'est le RFC. Et ce que nous avons à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation de la jeunesse, de toutes les couches sociales de ce pays, pour qu'ils comprennent que leur avenir et leur devenir ne peut être que assuré et incarné par le RFC. Et nous allons nous atteler à descendre, à sensibiliser, à parler, à continuer à expliquer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et nous déclinerons nos stratégies à l'arrivée, à l'orée de l'élection présidentielle pour qu'ils puissent faire le choix nécessaire pour le changement. Et nous sommes pour le changement. Et je crois que, comme il a été indiqué tout à l'heure, vous avez vu que même dans le contexte actuel de cette gouvernance-là,
2016 et 2021 a montré à suffisance qu'il était possible de battre ce, pays, ce pouvoir. Il est possible de battre le président Denis Sassou Nguesso. Sauf que nous avons manqué de stratégie. Que cela soit en 2016, j'étais avec Guy Brice Parfait-Kolela, que cela soit en 2021, j'étais le directeur de campagne de Guy Brice Parfait-Kolela, nous avons manqué de stratégie et ces stratégies, pour 2021, nous les avons vendues à l'avance et en retour, on nous a phagocytés. Et donc, en termes de stratégie, je dis que le RFC, nous avons une stratégie qui sera déclinée et mise en œuvre au moment opportun pour faire de telle sorte que le changement soit véritablement de mise en 2026. Faites-nous confiance. Merci, Sir Christian Mayonda. Alors, Jean-Jacques, Juste un mot avant que le président, s'il vous plaît, juste un oui, je mot vous en prie, docteur Barcel. Par rapport à la jeunesse. Et je vais dire que le Premier ministre il a peut-être raison de penser qu'ils ont réussi à réduire le taux de chômage des jeunes à 19% en leur allouant un métier dans les bandes armées, en leur allouant du travail dans la politique. Mais et non. en les éliminant aussi, en commençant à les assassiner, ça réduit aussi non, soyons sérieux. Si on veut construire le pays, il faut former la jeunesse. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le marché de l'emploi et la qualité de la formation qui est donnée à nos jeunes. On a fait passer à la jeunesse l'espoir comme quoi pour devenir quelqu'un dans la société, il faut être ministre, il faut être député, il faut être sénateur, il faut être maire, il faut être conseiller. D'ailleurs, on le voit bien que même ceux qui ont un métier entre les mains, ils courent tous dans les ministères pour être conseillers de ceci, conseillers de cela. Beaucoup ont même négligé leur formation pour obtenir un travail, pour être spécialisé dans quelque chose, parce que la politique, c'est éphémère. C'est un travail éphémère. Moi, je suis médecin. Je fais de la politique, mais j'ai un métier. Nos jeunes, à part de les envoyer dans l'armée, les recruter dans une fonction publique qui ne peut pas assurer les salaires. De quelle manière on a baissé le chômage? On ne règle pas le problème du chômage par l'embauche dans la fonction publique. On donne des moyens à la population pour se créer de l'emploi, pour se créer des revenus, pour se créer du pouvoir d'achat. Et donc, de ce point de vue-là aussi, le gouvernement a lamentablement échoué. Le gouvernement a lamentablement échoué, aucune politique conséquente pour la jeunesse. Et donc, je reviens vers Jean-Jacques Yombi Opango pour, évidemment, je relance ici le sujet sur l'opération baptisée Zéro Kuluna menée par la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Et tout à l'heure, on a démontré que ces jeunes sont finalement, c'est ce que j'ai cru comprendre, victimes d'une politique planifiée par le Parti congolais du travail. Mais est-ce qu'en lançant cette opération, derrière le message, ce que vous avez perçu comme message, parce que dans tous les cas, c'est une opération sous fausse bannière. C'est vrai que ça draine un peu du monde, et puis on nous dit, c'est toute la population qui est d'accord. Bon, là encore, qui réellement est d'accord? Qui est de la population? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais vous, quel est le message que vous avez perçu derrière? Puisque l'opération a été lancée à quelques mois de l'élection présidentielle. Le contexte d'abord. Alors, merci. Monsieur Perrin, c'est assez complexe comme situation, dans ce sens que ce phénomène, qui est un phénomène gravissime des Koulouna ou bébés noirs, d'abord est leur propre création. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, le docteur Guito Koulou, ça a été même expliqué par un éminent député. Voyez-vous, il faut qu'on se pose les bonnes questions.
l'origine du phénomène Kuluna. Nous avons vu des vidéos où ces bandits non seulement se vantaient, tuaient, en découpaient, et ça c'est quelque chose, la responsabilité de l'État est là parce que on a réussi, ils ont réussi, ceux qui sont au pouvoir, à faire en sorte que ce genre d'individu puisse exister. Ce qui est plus grave encore, c'est qu'au Congo, on a banalisé la mort. Voyez-vous? Vous voyez, j'ai vu dernièrement des images, et ça se passe à Brazzaville, euh, une voiture qui prend feu. Personne ne vient sauver les personnes qui sont à l'intérieur parce qu'ils pouvaient encore le faire, mais les gens prennent le temps de s'approcher pour filmer. Voyez-vous? Je ne vous parle pas du fait que même les militaires, quand il y a un corbillard qui passe, ils ne se mettent pas au garde à vous comme nous l'avons appris jadis. Non. Le problème aujourd'hui, quand on est face à un fléau, parce que c'est un fléau comme ça, on n'agit pas de cette façon. Et je vais vous dire que j'ai été surpris et malheureux d'entendre le président assumer cela. C'est quelque chose, bon, qu'il n'a pas l'habitude de faire dans ce sens-là. Et le président a passé ce message dans une école. Quel est le message que ces élèves qui ont en face d'eux le président de la République, qui peuvent être des gens qui demain vont se dire que moi j'ai le droit de tuer parce que le président a dit qu'il a donné l'ordre de tuer des bandits. Donc là, des gens, au lieu de jouer au cow-boy comme nous on faisait avec dans notre enfance, des gens, des jeunes peuvent prendre une arme et dire que telle personne est un bandit, bon, je vais la battre parce que j'ai le droit de le faire. Et c'est des images qu'on a vues. Même en temps de guerre, quand quelqu'un est menotté, mais enfin, on ne lui tire pas dessus dans le dos, voyez-vous? Et ça, c'est des images fortes qui vont ouvrir. C'est eux-mêmes qui ont ouvert les portes de la CPI parce que c'est des crimes contre l'humanité. Dans un pays où la peine de mort est abolie. C'est très grave ce qui s'est passé. Certes, il faut stopper ces gens-là. Oui, moi je suis pour qu'on les stoppe tous, qu'on arrête tous, mais qu'on les juge. Parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir, tel Koulouna, on l'a arrêté, il faut qu'il vienne s'expliquer. Il s'explique. Eh bien, s'il s'explique et que il doit aller en prison, ben il ira en prison. Et s'il faut le sanctionner, on le sanctionne. Mais pas faire ça. Et ça, c'est l'aspect, allez, on va dire politique. Je vais dire d'agissement violent. Mais c'est un message puissant qu'on envoie à nous autres politiques de l'opposition au pouvoir. Ça veut dire que demain, quand nous allons faire des meetings, demain, nous sommes en droit aussi, la Constitution ne nous l'interdit pas, de demander des villes mortes. Nous sommes en droit de demander des manifestations. Mais là, ils viennent de démontrer, je veux dire, pour nous intimider et pour faire comprendre au peuple que, ben, écoutez, si vous sortez, nous, on vous tire dessus. Parce que, imaginons demain, nous, on fait une marche pacifique, parce que nous prenons toujours l'aspect pacifique. La DGSP sort et nous tire dessus. Qui va bouder? Personne. Et c'est dangereux. Là, moi, comme je l'ai dit, notre justice, comme l'a dit Badinter, doit être une justice qui ne tue pas. Ces gens doivent être sanctionnés, je suis d'accord qu'ils sanctionnent. L'argent qu'ils ont utilisé, au lieu de l'utiliser, les milliards qu'ils ont utilisés, au lieu de le faire pour leur parti, eh ben, ils devraient investir cet argent pour faire des prisons, 19 heures. pour enfermer tous ces gens-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui avoir, et je ne sais pas comment on a fait pour que enfin, pour ceux qui savent un peu comment ça se passe au niveau administratif, le président de la République, qui est le chef suprême des armées, donne des ordres directement à un directeur général. Fût-il le directeur général de la DG, de la garde présidentielle. Maintenant qu'on nous dit que la garde, la DGSP dépend du ministre de l'Intérieur, ben, c'est le ministre de l'Intérieur qui aurait dû lui donner des ordres. Et moi, je pars du principe que quand on le squeeze, on passe au-dessus de lui,
Ben, si c'est quelqu'un qui était sérieux, il devrait démissionner. Voyez-vous? Donc, le président de la République, qui doit être au-dessus de tout, ben, donne des ordres à un DG et il l'assume publiquement 3 fois. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas bon. Il y a quelque chose pour moi qui n'est pas bon. Et là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète sévèrement. Mais je pense que, vous voyez, ce qui est grave, c'est que la population, ils ont tellement souffert de ce fléau, de ce phénomène, qu'ils ont applaudi. Mais bon, vous savez, le peuple, c'est l'émotion. Le peuple réagit par émotion. Mais quand on est politique, surtout quand on est militaire, c'est la raison qui doit, n'est-ce pas, primer avant d'agir. C'est un peu ce que je veux dire sur... Je vais Merci rebondir un peu sur... Jean-Jacques, c'est la raison doit primer, non l'émotion. On va donc clôturer cette émission, on va la boucler par cette question que bon chacun de vous pourrait donc saisir la même occasion pour son mot de la fin. Vous avez parlé des préalables avant de vous prononcer pour l'élection présidentielle de mars 2026. La date est déjà connue, 22 mars 2026. Et je vous ai dit que le PCT ne va pas souscrire. On connaît bien, pour avoir observé ce parti pendant longtemps, ils ne vont pas souscrire. Est-ce dire que vous ouvrez là un boulevard à un nouveau hold-up électoral? Je pose la question donc à Clément Mirassa. Sinon, quelle est la vraie posture du RFC? Merci, Christian. Je vais d'abord compléter ce que Jean-Jacques a dit s'agissant des Koulouna, l'opération Zéro Koulouna. Je vous en prie. J'ai retenu un certain nombre de choses fondamentales dans le message que le président a livré au CG de la liberté. La première chose, puisqu'il a fait ressortir clairement que la DGSP était une unité d'élite. Et j'ai cru comprendre également que la police et la gendarmerie ne semblaient pas avoir été à la hauteur des missions qui leur ont été confiées dans ce cadre précis. Question. Qu'est-ce qu'on fait pour que la police et la gendarmerie jouent réellement le rôle qui est le leur? Parce qu'il faut que les uns les autres assument, oui, leur responsabilité. Et respectent leurs attributions. Première question. Deuxième question, il y a une affaire qui me préoccupe. Le président a vanté la qualité de l'unité qu'est la DGSP, l'unité d'élite, en disant qu'il les envoyait en mission dans le pool et que ça a été une réussite. Et ça me perturbe. Pourquoi? Parce que j'avais cru comprendre, lorsqu'il y a eu cette attaque des quartiers sud, le 4 avril 2016, j'avais cru comprendre qu'on avait qualifié les partisans de Ntoumi, et Ntoumi lui-même, les terroristes, avec lesquels on ne pouvait pas échanger, on ne pouvait pas discuter. Finalement, on a signé un accord de paix. Mais j'avais cru comprendre que l'objectif, c'était d'arrêter Ntoumi et de mettre fin à Ntoumi. Ntoumi n'a jamais été arrêté, Ntoumi est là, il a signé un accord de paix, il va même être candidat à l'élection présidentielle. Alors la question que je me posais, qui me perturbe l'esprit, mais quelle était la mission réelle qui a été attribuée à la DGSP au pool? Parce que si c'était régler le problème de Ntoumi, je vais bien. Ntoumi n'a pas été arrêté, etc. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de problématiques pour lesquelles il faut beaucoup de clarification, il faut qu'on avance. Maintenant, le succès de l'opération, alors. Maintenant, pour la question que tu nous poses, oui. J'ai dit tantôt qu'actuellement, il se déroule une confrontation entre le droit de la force, qui est incarné par Denis Sassou Nguesso, les partis au pouvoir, partis alliés, etc., et la force du droit que nous incarnons. Et nous sommes, comme Jean-Jacques vient de le dire, nous sommes dans la vision démocratique, dans la vision pacifique, etc. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre possession. Et il ne faut pas que les Congolais croient que nous sommes en position de faiblesse. Nous avons progressivement mis à nu le système Denis Sassou Nguesso. Et nous avons donné la preuve qu'ils sont capables de tout pour la conservation du pouvoir. Ils ont changé la Constitution sous des prétextes fallacieux, ils la violent.
Ils continuent à ne pas respecter la Constitution. Les lois prévoient que le PCT soit sanctionné parce qu'il ne faut pas que les Congolais oublient. L'article 31 de la loi 2017 du 12 mai 2017 dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur par un parti ou un groupement politique ou de trouble à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ses locaux. Question, pourquoi le ministre Mboulou ne sanctionne pas le Parti congolais du travail? Pourquoi le président de la République qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution ne prend pas les dispositions pour que le Parti congolais du travail... Mais au lieu de le sanctionner, qu'est-ce qu'il en fait? Il en devient de très grands camarades. Et c'est très dangereux. Donc, au plan du droit, nous allons continuer à conscientiser les Congolais. Et moi, je peux te donner l'information, je crois que les Congolais le savent. En 2020, Christian, j'avais introduit un recours relatif à l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction de Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du parti en 2019. Je suis en train de me demander si je ne dois pas, je me pose la question parce qu'il faut que nous prenions des dispositions, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que rassemblement, pour saisir la Cour constitutionnelle. On ne peut pas continuer à rester. Et quand bien même la Cour constitutionnelle a pris une décision pour laquelle elle a fait notification au président de la République, rien ne bouge. Donc, pour le président de la République, pour le président de l'Assemblée, pour le président du Sénat, pour le Sénat, la loi ne compte pas. Ce qui compte, c'est leur volonté. Donc, nous disons, nous avons fait le choix de dire que nous allons nous battre pour que les conditions permissives pour la tenue d'une élection soient remplies. Et vous voyez la farce. Le ministre de l'Intérieur a introduit un projet de loi qui a été adopté samedi à l'Assemblée, au Parlement, soi-disant pour la refonte de la loi électorale. Tout ce qu'il recherchait, c'est quoi? Tout ce qu'il recherchait, c'est ajouter le nombre de députés. On parle de 150 à 153, sans résoudre fondamentalement les problèmes. Pourquoi je dis, excusez-moi, d'être un peu long pour que je sois compris par les Congolais? Parce qu'on parle d'un découpage électoral administratif, et dans ce découpage électoral, qu'est-ce que nous assistons? Prenons le cas de Brazzaville. Madibo avec 272 000 habitants à une circonscription. Makele avec 262 000 habitants à 4 circonscriptions. Bakongo avec 84 000 habitants à 2 circonscriptions. Poto avec 84 000 habitants à 3 circonscriptions. Wenze avec 183 000 habitants à 4 circonscriptions, Mongali avec 161 000 habitants à 3 circonscriptions, Kalangai avec 390 000 habitants à 5 circonscriptions et Mfilou et Djiri avec près de 307 000 habitants à 2 circonscriptions et Mfilou avec 387 000 habitants à 2 circonscriptions. Est-ce que c'est sérieux d'être autant injuste, etc. Donc, nous disons, Christian, nous n'avons pas fini notre combat. Nous allons continuer et nous allons faire confiance à notre collègue Syl Christian Rodrigue Mayanda pour ce qui est de la mobilisation. Nous allons nous mettre derrière lui. Nous allons faire des rencontres citoyennes. Mais au cours de ces rencontres citoyennes, il faut que les Congolais comprennent une chose. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. De surcroît, le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Troisième chose, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, transparente, etc. Donc, nous allons faire un travail de conscientisation, nous allons faire des rencontres citoyennes pour que le président Sassou, qui a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution, soit mis devant ses responsabilités. Et dans des pays comme la Côte d'Ivoire, j'ai suivi que c'est également la même chose au niveau de la Guinée. Le président Sassou se serait déjà retrouvé dans une situation qu'on appelle en droit une situation de trahison. Mais je ne vais pas m'aventurer à ce niveau. Nous ferons le travail. Nous continuons à le faire. Merci Clément Mirassa. Et nous allons avancer. Le temps nous tient. Alors donc, voilà, le PCT a déclaré que les réseaux sociaux ne votent pas. Vous serez libre de répondre à cette question. Je voulais dire un dernier mot sur, oui.
sur cet aspect-là. Vous avez posé une question par rapport à ce qui va se passer à l'élection de 2026. Mais nous savons que le PCT est dans une logique de conservation du pouvoir. Et dans cette logique de conservation du pouvoir, les stratégies sont connues. Comme l'a dit le président Mirassa, c'est le droit de la force, c'est la légitimation de la violence. Et donc, devant cet état de fait, nous, plateforme du RFC, nous sommes conscients de cet état de fait. Et donc, c'est à nous, devant cette situation, d'apporter des réponses. Et comme je l'ai toujours dit aux rencontres citoyennes, permettez-moi de le répéter, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et donc, à un certain moment, sans être dans la violence, il faut avoir des stratégies contraignantes qui vont mettre à nu leur stratégie de violence et leur stratégie de passage en force. Et c'est ce à quoi nous devons nous atteler et c'est ce à quoi nous devons réfléchir pour mettre à nu et mettre hors d'état de nuire ce régime. Merci. Merci, Christian Sirmayanda. Docteur, vous avez une réponse à apporter? Jean-Jacques. Vous savez, il faut que l'on soit conscient d'une chose. À un moment donné, il faut être conscient qu'on ne construit pas une nation sur le mensonge, la manipulation, l'achat de conscience. À un moment donné, ça va s'arrêter. Le pouvoir qui est là, tout ce que nous décrions là, je peux vous garantir, ils s'en foutent royalement. Mais alors, totalement, ils s'en foutent comme de l'an 40. La solution, nous avons malheureusement, je dis malheureusement, parce que nous avons conscience. On ne veut pas arriver au pouvoir sur les morts, je veux dire, en tuant des Congolais. Mais le Parti congolais du travail est vraiment en train de nous démontrer tous les jours que l'option risque d'être militaire. Mais c'est dommage. Il y a eu assez de morts. Et quand eux, ils se permettent de parler de paix, il n'y a que eux qui troublent la paix. Et je peux vous dire que dans le septentrion, plusieurs fois, on a entendu des gens dire que de toute façon, nous sommes arrivés par les armes, s'ils veulent nous chasser, qu'ils avaient qu'à prendre des armes. Mais nous avons un peuple qui est traumatisé. Et nous avons pris l'option de faire les choses pacifiquement. Même les meetings, même tout ce que ils ne nous autorisent pas de le faire parce qu'ils ont peur qu'on arrive à conscientiser le peuple. Mais le peuple est déjà conscient de ce qui se passe. Le peuple est conscient de ce qui se passe. Eux, ils ne respectent pas leurs propres lois, leurs propres règles. Mais nous avons des stratégies qu'on mettra en place. Ces personnes-là, comme l'a dit celui qui a posé la question, ne respectent aucune loi. Ils en ont rien à foutre. S'il faut tuer des gens pour conserver le pouvoir, ils sont prêts à le faire. Et je dirais même que quelque part, nous avons quand même des contacts aussi au PCT. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont très malheureux et ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé au niveau de leur congrès. Tous aujourd'hui préservent leur place parce qu'ils pensent je dois plaire au président pour préparer 2026. Chacun veut avoir son poste en 2026. Mais on ne sait pas comment vont se passer les élections. Parce que le peuple congolais est conscient. Et nous avons vu sous d'autres cieux, quand le peuple se lève, personne ne peut être face, même s'ils ont des canons, même s'ils ont des armes. Le jour où le peuple décidera de se réveiller, eh ben, je pense que les choses pourront changer. Vous regardez dans le monde entier, c'est le peuple d'abord qui commence. Et après, les politiques récupèrent. S'ils étaient si forts que ça, j'ai toujours dit que le Parti congolais du travail est le tam-tam, la caisse la plus vide qui soit. Ce sont les armes et l'argent qui font en sorte qu'ils sont encore là. Si c'est au niveau idéologique, même en termes de débat, ils ne sont même pas capables de se mettre face à nous, ils ne font que terroriser le peuple, qu'ils fassent en sorte que la démocratie, que la gouvernance électorale se fasse normalement, que tous les éléments de la diaspora puissent voter, que l'on puisse arriver, parce que le matériel, et c'est possible de le faire, via Internet, ben, ils verront que
comme il dit qu'Internet ne vote pas, mais ils auront même pas 2% si les Congolais pouvaient voter par les réseaux. Ou Ça, disons c'est une même chose sûre. de manière J'ai transparente, réagi. démocratique. Et, Oui, Clément. et ce qui serait bien aussi, c'est que la personne qui s'est permis de le dire, j'aimerais bien qu'elle nous explique où sont passés les 14 000 milliards. Parce que c'est lui qui avait dit que le Congo, il avait eu l'outrecuidance de dire que le Congo était en surliquidité. Ben, qu'il vienne Tout à d'abord nous fait. expliquer où sont passés les 14 000 milliards au lieu de venir faire le malin et venir dire que Internet ne vote pas. Oui, Internet ne vote pas. Internet, c'est justement, si il pouvait mijoter, Internet ne vote pas, Internet ne votera jamais. C'est les Congolais qui utiliseront Internet pour voter. Donc voilà encore quelqu'un Voilà. qui veut abrutir les Congolais. Merci. Il Je s'agit voulais, bien de Gilbert Otongo. je Oui, voulais Clément. ajouter, Christian, je Oui, voulais ajouter quelque chose à ce que Jean-Jacques a dit. Je crois que c'est dramatique pour le pays, parce qu'il suffit de rappeler un certain nombre de références. Lors de la première concertation politique en 2009 à Brazzaville, il avait été retenu l'accès, que l'on fasse tout pour que toutes les sensibilités politiques aient accès à tous les médias d'État. Pourquoi l'opposition ne veut pas la faire passer sur les médias? Ça a été dit en 2009, ça a été dit à CBT, ça a été dit à plusieurs occasions, etc. Donc, je crois, et il faut que les Congolais en prennent conscience. Le PCT est coincé parce qu'il croyait bloquer l'opposition en ne permettant pas l'accès aux médias d'État, mais ils se sont rendus compte qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qu'ils disent est démantelé, c'est démenti, de sorte qu'eux-mêmes, ils se mettent. Regardez les affaires de la quinzaine du gouvernement, c'est quoi? Mais c'est largement diffusé sur les réseaux sociaux. Ils essayent, mais ils n'arrivent pas à gagner la bataille de la communication. Et je crois qu'il faut que nous nous en battons. Maintenant, Chancel a posé une question sur le recensement, etc. Mais c'est voulu. L'avant-dernier recensement a eu lieu en 2007. Selon les recommandations internationales, le recensement qui devait avoir lieu en 2017. Mais c'est pour des raisons électorales qu'ils ne l'ont pas fait. En 2013, lors de la concertation de Toulouse, il a été fortement recommandé l'élaboration des cartes biométriques avec photo pour résoudre le problème de la maîtrise du corps électoral et de l'élaboration des listes électorales fiables. Mais le recensement a eu lieu en 2023. En mars 2024, le ministre Mboulou a annoncé qu'il y allait avoir une concertation politique qui allait se pencher sur la question des cartes biométriques et de la refonte de la loi électorale. Question, pourquoi cette concertation n'a plus eu lieu? À Owando, il a été dit que pour 2022, au niveau des élections locales et au niveau des élections législatives, on ne pouvait pas utiliser la biométrie, mais que la biométrie sera utilisée pour l'élection présidentielle en 2026. D'où vient maintenant que pour 2026, on n'est pas prêt parce qu'ils savent que s'il y a la transparence, ils sont perdus et ils n'en veulent pas. Et je crois que c'est ça qui fait l'objet de notre combat. Et à chaque fois, nous allons dénoncer et mettre tout cela à nu. Mais il n'y aura pas de maîtrise parce que la méthode de révision des listes électorales, qui est très chère au ministre Mboulou, ce n'est pas pour rien qu'il est ministre de l'Intérieur depuis 2007. Il est ministre de l'Intérieur depuis 2007. Hein. Il faut que les Congolais le sachent. Donc, il y a 18 ans qu'il est là et 18 ans que le processus électoral ne fonctionne pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais merci. On va terminer donc avec Dr Marcel Nguitokoulou. Juste une minute avec Dr Marcel Nguitokoulou et ça sera la fin de cette émission. Écoutez, Monsieur Perrin, je pense que tout a été dit et bien dit. Le peuple est mandant aux hommes politiques d'être à son service. Ils doivent le rendre heureux et pas le ruiner. Ce peuple qui a tant été défié par ce pouvoir a pris conscience de sa situation et se lève pour renverser la table. Parce que ce pays est un volcan endormi, aux braises encore incandescentes et dont l'éruption est imminente si les choses continuent à s'empirer de cette façon. Personne n'a
intérêt à casser ce que nous avons construit. Nous avons tous intérêt à ouvrir un dialogue constructif pour enfin permettre à ce pays de quitter le mauvais pas de la crise multidimensionnelle pour enfin commencer à servir le développement. Le respect des droits de l'homme est un fondement essentiel dans la construction d'un État. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'opération Kuluna est tout simplement inadmissible. Ces enfants qui sont égarés, il faut les remettre dans le circuit social, jugement, formation, et les réinsérer dans la société avec un emploi. Il y a des pays qui l'ont réussi, et si bien réussi. C'est des exemples que nous pouvons suivre. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que chef de famille, regarder ce qui se passe au niveau du gouvernement. Toutes ces affaires de détournement des fonds qui sont mises sur la place publique, on les traite sous silence. Mais pourtant, ils auraient pu être traités avec violence parce que ces détournements endeuillent indirectement nos populations, parce que ces détournements refusent l'emploi à nos enfants, parce que ces détournements nous condamnent dans la pauvreté. Le président de la République qui pense que l'article 96 de la Constitution du 15 octobre 2015 le protège des crimes commis pendant son exercice, malheureusement cet article sur le plan international ne pourra lui servir de rempart. Aujourd'hui, il a l'occasion, et je m'adresse à lui personnellement, avec gravité, qu'il a un choix cornélien entre le courroux et le pardon du peuple. J'ai dit. Merci, c'est la fin de cette tribune où j'ai reçu, disons, la direction du Rassemblement des forces du changement, RFC, et je vais conclure en rappelant évidemment une affirmation de Jacques Chirac qui disait la politique, c'est apporter des meilleures solutions que le gouvernement précédent, que ce qu'on est venu trouver. Et donc la question que les Congolais devraient se poser, c'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement PCT a-t-il apporté de mieux que ses prédécesseurs. Sur ce, on se dit au revoir et merci en tout cas d'avoir participé à cette tribune. J'ai eu donc Jean-Jacques Sergio Mbiopango, il y a eu Sir Rodrigue Christian Malanda, nous avons eu Dr Marcel Guitokoulou et Clément Mirassa. Voilà, malheureusement, nous n'avons pas pu nous connecter avec Jean-Pierre Anyangoy, à qui nous disons merci tout de même de l'intention qu'il avait de participer à cette tribune. Mesdames, Messieurs, au revoir et à très bientôt.